Pour ceux qui se réveilleraient d'un coma et qui n'auraient pas assisté aux événements de ces 2 derniers mois, la moitié de la planète est aujourd'hui en confinement suite à l'épidémie mondiale du Covid-19. Pour rappel, l'épidémie commença en Chine, puis se propagea dans le reste du monde très rapidement. La capacité de nuisance fut très largement sous-estimée au départ, et on a été très vite débordé. Puis, surgit une lueur d'espoir. Fin février, le professeur Raoult pense avoir trouvé une solution prometteuse pour lutter contre le coronavirus, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves formelles de son efficacité. Nous avons d'un côté les prochloroquines qui souhaiteraient utiliser le traitement qui, dans l'hypothèse d'un scénario favorable, pourrait fortement diminuer la crise, voire même mettre fin à celle-ci. Mais de l'autre côté, l'État français ne souhaite pas tout de suite prendre le risque d'utiliser ce traitement à grande échelle qui, dans l'hypothèse d'un scénario catastrophique, pourrait amplifier la crise sanitaire et augmenter le taux d'occupation des hôpitaux. Alors, que choisir entre l'optimisme ou le scepticisme? Certains ont rapidement tranché la question. Il fait de la science quick and dirty, il fait du bricolage, on peut pas dire les choses autrement, il a fait du bricolage. Oui, il en a fait. Mais il en a tiré une phrase irréfutable. La chloroquine est prometteuse. Lorsque l'on sait son bilan et le nombre de découvertes à la tête desquelles il est et la référence qu'il est, j'ai plutôt envie qu'on lui fasse confiance. Et certains y voient même ici une question d'intérêt financier. Beaucoup se sont exprimés à ce sujet, des connus et des moins connus. Le traitement que propose le docteur Didier Raoult est extrêmement pas cher. 10 centimes l'unité pendant 10 jours, ce qui revient entre 2 et 3 euros la totalité du traitement. C'est un traitement vieux de 70 ans et plus aucun brevet n'existe sur lui. Donc la marge des laboratoires pharmaceutiques, etc. est très faible sur ce traitement. Alors que si un labo trouve une nouvelle molécule ou un vaccin, il se ferait les couilles en or. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et la chloroquine, pourquoi ne l'utilise-t-on pas ? Elle a un avantage, elle n'est pas chère. Est-ce que c'est parce que des grands labos aimeraient se faire de l'argent sur le dos de nos concitoyens ? Vous posez la question ? Et jusqu'à aujourd'hui, cette théorie a la peau dure. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder l'espace commentaire de cet article paru il y a quelques jours. Et du coup, moi j'estime que c'est une théorie qui mérite d'être creusée. Si on reformule ce que beaucoup de personnes semblent dire, ça donne « Le lobby de l'industrie pharmaceutique ne veut pas généraliser la chloroquine car elle n'est pas assez rentable ». Alors, bien sûr, il ne faut pas être naïf. Les lobbies, ça existe. Exercer de l'influence auprès de certaines personnes pour augmenter ses ventes, ça existe aussi. Mais peut-on prouver ce genre d'affirmation? J'aimerais vraiment aller jusqu'au bout du raisonnement, alors analysons tout de suite cette théorie. Si vous avez bien regardé le générique, vous avez pu lire expérience de pensée, et non analyse comme ce que j'ai eu l'habitude de faire dans mes 2 premières vidéos, c'est-à-dire des analyses chiffrées. Pour être honnête avec vous, je comptais faire une vidéo dans la même veine au départ, mais dans la vie on ne peut pas toujours avoir toutes les données dont on a besoin pour aboutir à une conclusion certaine. Donc plutôt que de chercher à avoir une réponse nette et sans équivoque, je vais bâtir un modèle qui aura un certain pourcentage de véracité, car il y a certains domaines où ma connaissance est malheureusement limitée, et c'est vous qui allez améliorer ce modèle. Mais du coup, c'est quoi une expérience de pensée? Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée en physique? Ça consiste tout simplement à se demander que se passerait-il dans telle ou telle situation que je suis capable d'imaginer si cette loi physique était vraiment exacte. Autrement dit, on fait confiance absolument à une certaine loi et on regarde comment elle opérerait dans une situation qu'on peut imaginer mais qu'on ne peut pas réaliser. C'est exactement ce qu'on va faire. On va supposer vrai le fait que le traitement à la chloroquine n'est pas généralisé pour des questions financières et de lobbying, et on va voir ce que ça nous donne dans différentes situations. Donc l'idée c'est de poser le cadre du modèle, donc en quelque sorte définir sous quel angle on va analyser le problème, et ensuite je vais définir des hypothèses successives qui vont m'amener à une conclusion qui va me permettre d'acquérir une compréhension du problème que je n'avais pas au début. Et si je m'appelle Galilée, ça va même me permettre de trouver des lois en physique. Et cela par ma seule imagination. Alors évidemment, il faut que mes hypothèses soient vraies pour que ma conclusion soit valide. Et c'est justement sur la partie véracité des hypothèses que j'aimerais vous mettre à contribution. Donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus dans les commentaires. Et donc posons le cadre. On va reprendre l'affirmation de départ qui nous dit que le lobby de l'industrie pharmaceutique ne veut pas généraliser la vente de chloroquine car elle n'est pas assez rentable. Donc dans notre cas, on a un jeu à 2 protagonistes. Donc d'un côté, on a l'État français et de l'autre, on a le lobby pharmaceutique, qui est ici représenté par Sanofi,
car en l'occurrence, c'est eux qui vendent l'hydroxychloroquine sous le nom Plaquenil, et en même temps, ils ont également investi dans la recherche d'un nouveau vaccin contre le Covid. Et donc moi je voudrais analyser la chose à travers les yeux de chacun de ces deux protagonistes-là, mais uniquement à travers le prisme de l'argent, car c'est la problématique qui est pointée du doigt initialement. Maintenant qu'on a défini le cadre, oublions un instant l'État français et raisonnons uniquement du point de vue de Sanofi. Supposons que Sanofi prône un capitalisme exacerbé au mépris de la santé nationale, et donc par conséquent leur objectif, ce serait de maximiser leurs gains quoi qu'il arrive. Donc on oppose souvent d'un côté l'hydroxychloroquine commercialisée sous le nom de Plaquenil, qui n'est pas cher, avec de l'autre côté un éventuel vaccin contre le Covid, qui lui serait potentiellement le Pactol. Et ici je voudrais estimer à la grosse leur chiffre d'affaires potentiel sur chacun de ces deux produits-là. Alors je vais présenter des chiffres, mais uniquement pour que ce soit plus parlant. Mais encore une fois, c'est le raisonnement qu'il faut mettre en avant, et pas les chiffres, qui sont une grossière estimation. Donc on est parti pour la chloroquine. Alors en France, on a à peu près 65 millions d'habitants, et ensuite, une autre information qu'on a, c'est que l'Institut Pasteur prévoit dans une étude statistique récente qu'il y aura à peu près 5,7% de la population infectée d'ici le 11 mai. Je vous mets l'étude en description. Mais parmi cette population, combien de personnes est-ce que je peux traiter? Alors déjà, il faudrait enlever tous les asymptomatiques. Et ça, c'est assez difficile à estimer. Certaines études disent 15%, d'autres 80%. Bon, on va faire du Jean-Michel à peu près, on va prendre 50%. Et c'est pas fini, il y a encore des personnes à retirer. Puisque selon Didier Raoult, je ne peux sauver les gens à la chloroquine que si je les ai pris suffisamment tôt. Et sinon pas d'autres problèmes de santé, comme des problèmes cardiaques, qui sont incompatibles donc avec la prise de chloroquine. Et qui montre qu'effectivement, dans notre cible, qui sont les gens qui sont modérément malades, diagnostiqués au début, l'hydroxychloroquine a un succès important. Il faut faire attention, quand il est trop tard, c'est-à-dire au moment où les gens sont en réanimation, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber, en réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. On sait ça pour la grippe, par exemple. Les médicaments qui marchent pour la grippe, ça marche dans les 2 premiers jours de la grippe. Là, ça marche un peu plus longtemps. Mais c'est au début qu'il faut lutter contre les virus. Une fois que les lésions sont faites, elles sont un peu irréversibles et on n'arrive plus à les arrêter. Bon, encore une fois, difficile à estimer le nombre de personnes qu'on peut prendre suffisamment tôt et qui n'ont pas de pathologie grave. Mais bon, juste pour avoir un ordre de grandeur, allez, disons 80%. Maintenant, il faut que je sache de combien de comprimés ai-je besoin par patient. Et si je reprends la posologie du professeur Raoult, il traitait les patients avec 600 mg par jour de chloroquine, soit 3 comprimés, et ce pendant 6 jours en moyenne. Mais ça pouvait également aller jusqu'à 10 jours. Donc ça nous ferait entre 18 et 30 comprimés par patient. Et une boîte de Plaquenil contient 30 comprimés. Mais bon, dans ces cas-là, il faut prévoir large et on va dire qu'il faut une boîte par patient. Reste à connaître le prix du Plaquenil, donc sur la base de données publiques médicaments.gouv, il est indiqué à un prix moyen de 5,19€. Et tout ça mis bout à bout, ça nous fait un chiffre d'affaires moyen en première approximation de 7,7 millions d'euros. Allez, attaquons maintenant le chiffre d'affaires potentiel pour le vaccin. Donc j'ai toujours 65 millions d'habitants en France, et là je vais supposer que, allez, dans un scénario idyllique, on va pouvoir vacciner 100% de la population. Et ensuite, il me faut savoir le prix. Là encore, le prix du vaccin contre le Covid, très difficile à estimer. Mais bon, je vais me placer dans le cas le plus favorable. Et donc je suis allé sur le site de l'Institut Pasteur et j'ai cherché le vaccin le plus cher. Donc en l'occurrence, il s'agit du vaccin pour la leptospirose qui coûte à peu près 155€. Allez, on va prendre une marge en plus et on va dire 200€. Donc ce qui nous fait, dans l'un des meilleurs scénarios possibles, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est énormissime. À titre comparatif, le chiffre d'affaires de Sanofi Monde, sur un trimestre entier, c'est un peu moins de 9 milliards d'euros. Bon, maintenant on a des avantages et des contraintes associées à tout ça. Par exemple, pour l'hydroxychloroquine, c'est disponible immédiatement, il n'y a pas d'investissement particulier à faire. Et surtout, Sanofi, c'est le seul fournisseur en France à pouvoir en vendre. Mais encore faut-il s'assurer qu'on a la capacité de production nécessaire pour contenter la demande. Mais ça, a priori, c'est bon. Sur le site de Sanofi, on peut lire qu'ils se sont engagés auprès des autorités françaises à avoir une certaine capacité de production pour éviter les ruptures de stock. Donc de l'autre côté, on parle de 12 à 20 mois de développement pour avoir le vaccin. Et il faudrait en plus un investissement conséquent. Et dernier point qui est quand même super important, c'est qu'il y a de la concurrence. Il y a d'autres laboratoires qui cherchent en même temps. Mais le patron de Sanofi France estime qu'ils ont quand même une longueur d'avance là-dessus. Vous affirmez pouvoir en proposer un d'ici 18 à 24 mois, c'est une certitude? Alors, ça dépendra des tests qu'on va réaliser pour pouvoir le produire. Et on avait commencé à travailler sur le SARS-1, vous savez, ce premier COV virus qui était apparu
au début des années 2000, ce qui nous permet d'avoir un petit peu d'avance technologiquement pour pouvoir avancer sur ce vaccin. Mais bon, la concurrence n'attend pas et d'autres laboratoires sont beaucoup plus confiants sur la durée de développement de leur vaccin. En effet, d'après cet article, des chercheurs britanniques semblent avoir des mois d'avance sur leurs concurrents. Bon, maintenant que vous savez tout ça, c'est l'heure du choix. Mettez-vous à la place de Sanofi. Qu'est-ce que vous feriez si vous souhaitez maximiser vos gains ? Réfléchissez-y 5 ou 10 secondes et mettez pause en cas de besoin. Ben ça pour moi, présenté comme ça, c'est un peu le biais du faux dilemme. On me donne un choix restreint entre deux possibilités en masquant les alternatives. Parce que pour moi, il faudrait faire les deux. J'ai une vente très facile à court terme et j'ai une vente un peu plus compliquée à long terme, mais qui peut me rapporter beaucoup plus. Et quand on réfléchit à ce que c'est un vaccin, ça s'inocule à des gens qui sont en bonne santé et à titre préventif. Ça veut dire qu'a priori, rien ne m'empêche de donner de la chloroquine à un patient, et ensuite quelques mois après, à le faire vacciner. Donc a priori, les deux ne sont pas incompatibles, et si je peux faire les deux, il faut que je fasse les deux pour maximiser le profit. Et a fortiori parce qu'il est possible qu'à l'avenir, il y ait d'autres épidémies de Covid, un peu comme la grippe. Et là, j'ai uniquement analysé en première approximation le marché français, mais ce serait un marché mondial pour ces deux médicaments-là. Et du coup, à titre purement financier, je ne vois aucune raison pour Sanofi de ne pas vendre de la chloroquine si tant est qu'elle marche bien. Ok, maintenant changeons de lunettes. Imaginons que je suis l'État français et que du coup je suis de mèche avec le lobby pharmaceutique. Je sais que la chloroquine marche, mais je vends la santé nationale au plus offrant, et je veux donc maximiser mes gains. C'est que je pars du principe que s'il y a une alliance avec le lobby pharmaceutique, c'est qu'il y a forcément quelque chose à y gagner pour l'État français. Ou alors, qu'il y aurait quelque chose à perdre si jamais il ne le faisait pas. Donc on va distinguer deux cas. D'un côté, pas de vente de chloroquine alors que je sais qu'elle marche, et de l'autre côté, la vente de chloroquine, sachant qu'elle marche. Donc dans le premier cas, on va supposer que l'État français est extrêmement bon en négociation, et donc dans son alliance avec Sanofi, ils ont réussi à négocier 20% du chiffre d'affaires pour les vaccins. Il était de 13 milliards, donc ça leur fait une plus-value de 2,6 milliards d'euros. Bon, mais par contre, c'est pas tout bénef, parce que d'après une étude de l'OFCE avec Sciences Po, pour ces 8 semaines de confinement, l'État français aurait perdu à peu près 120 milliards d'euros sur le PIB. Donc mon aveuglement sur la chloroquine vient de me soulager de 120 milliards d'euros, et en plus, je dois m'attendre à des faillites, à du chômage et à une réduction des revenus des ménages. Et on peut notamment parler du cas d'Air France. 7 milliards d'euros pour sauver notre compagnie nationale et sauver les 350 000 emplois directs et indirects qui vont avec. Ce sera précisément 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État apportés par les banques et 3 milliards d'euros de prêts directs par l'État. Nous sommes derrière Air France, derrière les salariés d'Air France pour garantir notre indépendance et sauver les emplois. Bon, ici, pour le raisonnement, je ne vais retenir que les 120 milliards de pertes sur le PIB. Et de l'autre côté, il faut que je me pose la question de savoir si la chloroquine, à supposer qu'elle marche, pourrait me permettre de diminuer le nombre de jours de confinement. Ce qui me permettrait de perdre moins d'argent dans l'affaire. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre de quoi dépend la durée de confinement. Et en fait, ça dépend d'un indicateur qui s'appelle le R0. Alors c'est quoi le R0 ? C'est très simple. Imaginons que vous êtes infecté par le Covid-19. Le R0, c'est tout simplement le nombre moyen de personnes que vous allez à votre tour infecter. Et ça dépend de 3 paramètres. Le premier, c'est le risque de contracter le virus lors d'un contact, d'où la mise en place d'une distance sociale d'au moins 1 mètre. Le deuxième, c'est le nombre de contacts par jour. C'est pour ça qu'on a mis en place le confinement. Et le troisième, c'est le nombre de jours où une personne infectée est contagieuse. Et ça va jusqu'à 14 jours pour le coronavirus. Et c'est ce dernier paramètre qui va nous intéresser. Dans la première étude du professeur Raoult, on peut lire que suite à son traitement, il observe une baisse significative de la charge virale, voire l'élimination complète du virus. Et sur Nature, on peut aussi lire une autre étude qui semble conférer des propriétés antivirales à la chloroquine. Donc le raisonnement que je fais, et encore une fois sans être un expert, c'est que si par exemple je prends un antiviral pour la grippe, eh bien ça va diminuer ma période de contagiosité. Donc la chloroquine pourrait diminuer le R0. Donc elle pourrait contribuer à diminuer le nombre de jours de confinement. Sur les 120 milliards de pertes en PIB en 8 semaines, si je fais un petit calcul, ça me donne un peu plus de 2 milliards de pertes par jour. Donc ça voudrait dire que si la chloroquine me permet de gagner ne serait-ce que 2 jours de confinement, je pourrais économiser plus de 4 milliards de PIB. En revanche, je ne peux pas comparer directement les 4 milliards de PIB avec les 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais bon, personnellement, je préfère me trouver dans la deuxième situation, c'est-à-dire utiliser la chloroquine si tant est qu'elle marche. Et du coup, si toutes mes hypothèses sont correctes, eh bien là encore, je ne vois aucune raison de ne pas utiliser la chloroquine si celle-ci marche. Et si on fait un point à l'international, à ma connaissance, les seuls pays qui généralisent le traitement à la chloroquine dans les hôpitaux se situent en Afrique. Donc on a la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso,
le Bénin, le Cameroun, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Il y en a certainement d'autres, mais je n'ai pas pu trouver d'informations à leur sujet. Maintenant, si on regarde en Europe et par rapport aux informations que j'ai pu trouver, alors en Angleterre, il n'y a pas vraiment de débat et ils sont plutôt sceptiques. En France, c'est pareil, c'est pas généralisé et on est plutôt sceptique, on attend les résultats. En Allemagne, ils sont plutôt sceptiques et de toute façon, ils sont partis sur une autre façon de faire. En Suède, ils ont carrément arrêté les traitements et en Italie, c'est utilisé mais uniquement dans les cas graves. Donc si on regarde ce qui se passe maintenant en Amérique du Nord, par exemple aux États-Unis, malgré l'intervention de Donald Trump, l'usage de la chloroquine n'est autorisé que dans des cas bien précis. Et au Canada, ils ne sont pas contre, mais ils restent sceptiques, ils attendent les résultats des tests, un peu comme en Europe. Mais du coup, si je reprends les théories qu'on peut lire, ça voudrait dire qu'à part les pays d'Afrique, tous les pays qu'on vient de voir sont complices du lobby pharmaceutique. Et ça voudrait dire qu'ils se seraient tous concertés pour perdre des centaines de milliards au profit du lobby pharmaceutique. Et tout cela, bien sûr, avec la complicité de l'OMS. Using untested medicines without the right evidence could raise false hope and even do more harm than good. Et du coup, ce que j'en conclus par rapport à mon modèle, c'est que ce soit pour Sanofi ou pour l'État, il y a peu à parier qu'ils ne généralisent pas le traitement à la chloroquine pour des questions d'argent. Bien sûr, ce n'est que mon modèle, et je pense que ma compréhension globale du problème n'est pas 100% correcte. Et c'est pour ça que ça m'intéresserait vraiment de voir vos commentaires pour améliorer le modèle, rajouter des paramètres, ou tout simplement démonter mon modèle. C'est comme ça que la méthode scientifique marche. Quand on met au point une théorie, on fait tout ce qu'on peut pour la démonter. Et si elle tient, c'est qu'elle est pas trop mauvaise. Voilà, mon analyse est terminée, j'espère que vous aurez apprécié. C'était un épisode un peu original, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ah oui, encore un énorme merci à la Tronche en Biais qui a partagé avec sa communauté ma précédente vidéo et qui a permis de booster furieusement ma chaîne. Si vous connaissez pas la Tronche en Biais, allez tout de suite voir sa chaîne. C'est un peu la référence des penseurs critiques sur YouTube. Et si vous souhaitez m'encourager, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez ou partagez. Sur ce, je sais que je suis un esprit faible, mais je me soigne.